Un secret de famille. Un article qui est consacré à l'étude de la religieuse de Diderot, un roman mémoire. La raison pour laquelle Suzanne est enfermée au couvent tient à un secret de naissance. Monsieur Simonin, son père, qui est sensiblement plus âgé que son épouse, soupçonne sa fille d'être une enfant naturelle. S'il décède avant d'en avoir reçu l'aveu de la bouche de Madame Simonin, cette dernière se confie à Suzanne par l'intermédiaire du père Séraphin. Le confesseur qu'elles ont en commun, le prêtre tient à la jeune fille les propos suivants. Le père Séraphin, c'est le prêtre, le père Séraphin. Le père Séraphin, un prêtre qui va informer Suzanne de ce secret. Vous êtes dans un âge où l'on pourrait vous confier un secret, même qui ne vous concernerait point. Il y a longtemps que j'ai exhorté pour la première fois Madame, votre mère, à vous révéler celui que vous allez apprendre. Elle n'a jamais pu s'y résoudre. Il est dur pour une mère d'avouer une faute grave à son enfant. Madame Simonin se trouve prise dans une alternative. Avouer sa faute ou ne rien dire et accepter qu'une bâtarde partage un héritage au même titre que ses sœurs légitimes. Dans les deux cas, elle sera punie par son mari dans le premier et par Dieu dans le second. Les soupçons de M. Simonin sont assez forts pour provoquer sa haine à l'égard d'une enfant qui représente à ses yeux non seulement l'infidélité de son épouse. Voilà, les soupçons de M. Simonin sont assez forts pour provoquer sa haine à l'égard d'une enfant qui représente à ses yeux non seulement l'infidélité de son épouse, mais encore l'échec de leur institution conjugale, de leur mariage. Quoi qu'il en pense secrètement, les lois lui imposent de reconnaître Suzanne comme sa propre fille, puisqu'elle a été conçue alors qu'il était marié avec sa mère. C'est la raison pour laquelle les parents décident d'enfermer leur fille dans un couvent. Suzanne ne partagera pas la fortune avec ses sœurs. Sa dot de religieuse sera uniquement composée des économies personnelles de sa mère. Cette dernière espère en outre que la réclusion de sa fille sera pour elle un moyen d'expier sa faute. Cette dernière, ça veut dire la mère, Madame Simonin, espère en outre que la réclusion de sa fille sera pour elle un moyen d'expier sa faute. Votre naissance, écrit-elle à Suzanne, est la seule faute importante que j'ai commise. Aidez-moi à l'expier. Aidez-moi à l'expier, et que Dieu me pardonne de vous avoir mis au monde. Et que Dieu me pardonne de vous avoir mis au monde, en considération des bonnes œuvres que vous ferez. Madame Simonin fait un pacte tacite avec Dieu, le sacrifice de sa fille contre le pardon de sa faute. Toute sa vie, Suzanne priera pour que sa mère ne soit pas damnée, pour qu'elle échappe à la mort de l'âme, celle-ci se produisant dès que le chrétien est en état de péché mortel. L'existence de l'enfant est ainsi sacrifiée pour assurer à la mère la vie éternelle.
Songez, mon enfant, que le sort de votre mère dans l'autre monde dépend beaucoup de la conduite que vous tiendrez dans celui-ci. Dieu qui voit tout m'appliquera dans sa justice tout le bien et tout le mal que vous ferez. Songez, mon enfant, que le sort de votre mère dans l'autre monde dépend beaucoup de la conduite que vous tiendrez dans celui-ci. Ça veut dire songez, pensez que ma destinée sera liée intimement à la nature de tes comportements dans ce monde-ci, dans cette réalité, par rapport à l'au-delà, au monde divin, au domaine divin. Dieu qui voit tout m'appliquera dans sa justice tout le bien et tout le mal que vous ferez. Page 89. Après le mariage des deux sœurs, Suzanne, qui a déjà quitté une première institution religieuse, se retrouve seule entre ses deux parents, comme un vivant reproche, puisqu'elle refuse de retourner au couvent. Il décide de lui construire une prison à l'intérieur même de la maison. Après le mariage de ses deux sœurs, Suzanne, qui a déjà quitté une première institution religieuse, se retrouve seule entre ses deux parents, comme un vivant reproche, puisqu'elle refuse de retourner au couvent et décide de lui construire une prison à l'intérieur même de la maison. Personne ne lui adresse la parole. Elle communique avec autrui par l'intermédiaire de billets. Elle ne quitte la pièce où elle est recluse que les jours de fête pour assister à l'office sous la surveillance d'un domestique. Après 6 mois de ce traitement, prison pour prison, elle décide de regagner le cloître. Pour M. Simonin, Suzanne incarne le péché de la mère, comme celle-ci le rappelle à sa fille. Je ne vous vois jamais à côté de lui sans entendre ses reproches. Je ne vous vois jamais à côté de lui sans entendre ses reproches. Il me les adresse par la dureté dont il en use avec vous. N'espérez point de lui les sentiments d'un père tendre. Page 90. On est toujours au début de la première partie du roman. C'est trop peu dire. Lorsque toute l'attitude de M. Simonin est un souhait de mort à l'égard de cet enfant qui a usurpé le nom qu'elle porte, c'est trop peu dire. C'est trop peu dire. C'est trop peu dire. Lorsque toute l'attitude de M. Simonin est un souhait de mort à l'égard de cet enfant qui a usurpé le nom qu'elle porte. Quant à Madame Simonin, son attitude à l'égard de Suzanne est plus complexe, dans la mesure où celle-ci lui rappelle l'homme qu'elle a aimé. Quant à Madame Simonin, son attitude à l'égard de Suzanne est plus complexe dans la mesure où celle-ci lui rappelle l'homme qu'elle a aimé, sans doute avec plus de passion, qu'elle n'a jamais aimé son mari et qui l'a néanmoins trahi. Vous me rappelez une trahison. Son attitude à l'égard de Suzanne est plus complexe dans la mesure où celle-ci lui rappelle l'homme qu'elle a aimé, sans doute avec plus de passion qu'elle n'a jamais aimé son mari et qu'il a néanmoins trahi. Vous me rappelez une trahison, une ingratitude si odieuse de la part d'un autre que je n'en puis supporter l'idée. Page 70. Suzanne cherche à savoir qui est son père. Suzanne quiere saber quién es su padre. Suzanne quiere o busca o quiere saber quién es su padre.
Question lancinante qui ne cesse de traverser le roman. Mais monsieur, qui est mon père demanda-t-elle au père Séraphin, le prêtre, et à sa mère qu'elle questionne timidement. Mais celui à qui je dois la vie. Madame Simonin refuse de lui dire, rétorquant seulement qu'il n'est plus de ce monde. Il est mort sans se ressouvenir de vous. Cependant, aussitôt après avoir évoqué les crimes de cet homme, pour lesquels il devait y avoir prescription, le visage de Madame Simonin se transforme. Cependant, aussitôt, aussitôt après avoir évoqué les crimes de cet homme, pour lesquels il devait y avoir prescription, le visage de Madame Simonin se transforme. Sa figure s'altéra, ses yeux s'allumèrent, l'indignation s'empara de son visage. Elle voulait parler, mais elle n'articulerait plus, le tremblement de ses lèvres l'en empêchait. Mort ou encore vivant, on comprend alors que pour la mère, il est bien en vie et qu'elle revit sa passion fatale dès que ses yeux rencontrent le visage de sa fille. Cette dernière est la réincarnation de cet homme, à la fois séduisant et diabolique, qui a initié Madame Simonin à un plaisir des sens qu'elle n'a sans doute pas connu auparavant. Cet homme se montre sans cesse entre vous et moi. Il me repousse, et la haine que je lui dois se répand sur vous. La mère de Suzanne n'éprouve vis-à-vis de son mari aucun remords en dépit de cette dénégation. Elle reste sous le choc causé par la rupture avec son amant. Le monstre, il n'a pas dépendu de lui qu'il ne vous ait étoffé dans mon sein par toutes les peines qu'il m'a causées. C'est cette scène qu'il revit au présent devant sa fille, montrant l'identité profonde qui existe entre Suzanne et cet homme qu'elle a aimé, qu'elle continue d'aimer. Elle pense se mettre à genoux devant Suzanne, la supplier comme elle a jadis supplié l'homme de ne pas la quitter. Mais elle sait déjà que tout cela sera vain. Ma fille, s'il ne fallait pas, s'il ne fallait que se jeter à vos pieds pour obtenir de vous, mais vous ne sentez rien. Vous avez l'âme inflexible de votre père. Donc ça c'était un secret. Deuxième partie, ça sera la crypte et le fantôme. La crypte et le fantôme. La crypte et le fantôme.
La crypte et le fantôme. La crypte, ça veut dire une chapelle que l'on trouve à l'intérieur du couvent, mais souterraine, d'accord? Une chapelle souterraine. Cette présence constante de l'amant explique l'accord des parents à propos de leur fille. Le père désire la voir morte. Le cloître est une mort à l'univers des humains. Comme Suzanne le reconnaît dès qu'elle a signé le papier par lequel elle s'engage à retourner au couvent. Je pensais que je venais de signer mon arrêt de mort. Mais c'est aussi un lieu protecteur qui la maintient en vie, en notant de son chemin tous les obstacles qu'une jeune fille seule pourrait rencontrer sur sa route et qu'elle rencontrera dans les bouches de sa dernière partie. Pour comprendre la fonction que remplit le couvent pour Madame Simonin, c'est-à-dire être un lieu qui enferme, qui tue apparemment, mais qui maintient également en vie. C'est-à-dire tuer sans être criminel, c'est ça. Tuer d'une façon légitime. Également, il ne faut faire appel à la notion de crypte, telle qu'elle a été élaborée par Abraham et Torok et développée par Jacques Derrida. Dans ce texte, les auteurs, par un cheminement complexe que je ne peux ici que résumer, exposent cette notion nouvelle qui promet d'être fructueuse en littérature. Partant du concept d'incorporation, il développe l'idée qu'il se creuse à l'intérieur de l'être, un lieu secret, le caveau d'un désir, sorte de crypte qui protège contre le dehors même le secret de son exclusion intestine ou de son inclusion clandestine. La crypte recèle un mort, un fantôme qu'on garde et dont on se garde. Si l'on veut utiliser une métaphore littéraire, on dira que habitant de la crypte a la même fonction que la statue du commandeur dans le Don Juan de Molière. Derrida écrit justement. L'habitant d'une crypte est toujours un mort vivant, un mort qu'on veut bien garder en vie. Mais comme mort qu'on veut garder jusque dans sa mort, à condition de le garder, c'est-à-dire en soi intact, sauf donc vivant. Ces remarques nous aident à comprendre non seulement la raison de la mise en cloître de Suzanne, mais le rôle imaginaire qu'elle tient pour sa mère. Ces remarques nous aident à comprendre non seulement la raison de la mise en cloître de Suzanne, mais le rôle imaginaire qu'elle tient pour sa mère. Le couvent fige la jeune femme dont on a vu plus haut qu'elle était l'image même de l'homme aimé. La réduplication de cet amant tant chéri par Madame Simonin dans un présent qui ne s'écoule pas au rythme ordinaire. Ainsi, Madame Simonin peut garder vivante l'image même de son désir. Fige la jeune femme. Le couvent fige la jeune femme dont on a vu plus haut
qu'elle était l'image même d'un homme aimé. La réduplication de cet amant tant chéri par Madame Simonin. Dans un présent qui ne s'écoule pas au rythme ordinaire. Ainsi, Madame Simonin peut garder vivante l'image même de son désir. En enfermant sa fille, elle conserve d'une façon détournée la passion amoureuse qu'elle n'a pu maintenir autrement. En entrant au cloître, Suzanne acquiert le statut du fantôme de l'amant. Elle est à la fois morte et vivante, protégée et anéantie. Le couvent possède la même fonction que la crypte. C'est un lieu où les hommes font la folie, d'enfermer dans des sépulcres de jeunes créatures toutes vivantes. Le secret de famille détermine l'existence de Suzanne. Le secret de famille le secret de famille détermine l'existence de Suzanne, à son insu même. Certes, personne ne lui révèle qui est son père. Certes, personne Pardon. Certes, personne ne lui révèle qui est son père. Chaque fois que la question est posée, elle n'obtient aucune réponse. Aucune réponse. Cela ne l'empêche pas de se faire une idée de l'identité de l'homme à qui il doit la vie. Elle s'invente ainsi une généalogie différente de celle de sa famille. La banalité de leur patronyme l'indique. Les Simonins sont des bourgeois. Le père est un avocat aisé, ses filles se marient dans le même milieu, l'aîné avec un notaire de Corbeil. La cadette avec un certain monsieur Beauchamp, marchand de soieries à Paris, rue Quincampoix. Quincampoix.
Or, dès sa petite enfance, Suzanne s'est sentie étrangère à ce milieu. À l'égard de ses sœurs, elle développe l'attitude de Cendrillon. À l'égard de ses sœurs, elle développe l'attitude de Cendrillon, sûre d'être préférée par le prince charmant. Sûre d'être préférée par le prince charmant. Certainement, je valais mieux que mes sœurs pour les agréments de l'esprit et de la figure, le caractère et les talents, et il me semblait que mes parents en fussent affligés. Page 46. La supériorité naturelle qu'elle possède est la source de bien des ennuis. Oh, combien j'ai pleuré de fois de n'être pas née laide, bête, sotte, orgueilleuse, en un mot, avec tous les travers qui leur réussissaient auprès de nos parents. Page 46. Tout au long du roman, tout au long du roman, Suzanne ne cessera de manifester les dons les plus divers. Suzanne ne cessera. Suzanne ne cessera de manifester les dons les plus divers. Ses bonnes manières et sa générosité contrastent avec l'avarice. Ses bonnes manières et sa générosité contrastent avec l'avarice sordide de ses sœurs. Ses bonnes manières et sa générosité contrastent avec l'avarice sordide de ses sœurs. Son courage et sa fermeté d'âme la transforment en une héroïne que les hommes admirent. Ses dons pour le chant et sa parfaite maîtrise du clavecin en font une artiste qui sait émouvoir une audience jusqu'aux larmes. Bref, Suzanne révèle ainsi non seulement sa nature aristocratique, mais son comportement protéine. 11. De quoi? La note 11, j'ai pas trouvé. Pas grave. Je pense que ça sera à la fin. Pardon? Un comportement protéiné. Voilà l'héritage que son père lui a transmis par le sang. En tant que telle, elle se trouve soumise aux mêmes tentations. Ses pulsions la poussent à la métamorphose d'un couvent. À l'autre, elle change de la sainte à la sorcière et de l'artiste à la guerrière qui lutte contre les empiétements de sa supérieure, avec la même fougue que les féodaux s'opposant à la monarchie absolue. Suzanne possède une personnalité non identitaire. On le remarque non seulement dans son extrême suggestibilité, mais dans la plasticité psychologique dont elle fait preuve. Et que d'aucuns taxeraient d'hystérie. Diderot l'a voulu. Protéine.
sans racine, vivant des aventures dramatiques dans des lieux divers, où elle est toujours le centre de l'attention. Protéine, je vais consulter mon dictionnaire. Pardon, un instant. Protéine, je vais consulter le Robert Micro. Pro. Protéine. Grosse molécule complexe d'acides minés, constituant essentielle des matières organiques et des êtres vivants. En sciences protéines, le blanc d'œuf est non, non. Non, 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 c'est pas ça. L'hydrolavolu protéine, sans racines, vivant d'aventures dramatiques dans des lieux divers. Suzanne et la circulation des affects. Circulation. Pardon. Qui varie, qui change de forme, comme proté. Ah, qui varie, qui change de forme, comme proté. Homme qui change continuellement de manière, d'opinion, qui joue toutes sortes de rôles. Très bien, d'accord, qui change de forme. Affects. Les affects. Ça se prononce affects, disposition affective élémentaire. Les affects, disposition affective élémentaire. Consulter, je chercherai une entrée. Affects. Perfecto. Donc passons à la troisième entrée. Suzanne et la circulation des affects, des émotions, des sentiments. Sentimientos.
Les bâtards sont des êtres qui, au XVIIIe siècle, ne peuvent pas échanger de la même façon que les autres. Selon la loi, ils n'ont pas droit d'hériter de leurs parents. D'ailleurs, ils ne sont pas leurs parents. Ils ne succèdent dans la plus grande partie du royaume ni à leur père ni à leur mère, et encore moins aux parents de l'un ou de l'autre. Personne non plus ne leur succède. Si n'ayant point d'enfants, ils décèdent sans avoir dispensé de leur bien. Bref, ils sont coupés de la généalogie. De plus, ils sont coupés de plus. Si les bâtards d'un roi ou même ceux d'un prince peuvent être titrés lorsqu'ils sont reconnus par leur père, il n'en va pas de même pour ceux d'un noble. En France, les bâtards d'un gentilhomme ne sont que roturiers. Dans cette qualité, ils sont sujets à la taille. Force leur est de se distinguer par d'autres moyens, telle est Suzanne, condamnée à la vulgarité bourgeoise, privée d'ancêtres en qui elle puisse se reconnaître. Elle s'invente une généalogie fantasmatique qui transparaît d'autant plus qu'elle la tient secrète. Elle ignore tout de son père, sauf qu'il est l'objet du désir de sa mère. Elle s'identifie donc à lui au point de devenir l'incarnation du désir absolu. Petite fille, elle attire déjà les étrangers, ceux qui n'appartiennent pas à cette ville bourgeoisie qu'elle méprise secrètement. Les grossiers simonins lui font payer comptant chacun de ses succès d'enfant. Les louanges que j'avais reçues me coûtaient si cher quand nous étions seuls, que j'aurais autant aimé de l'indifférence ou même des injures. Plus les étrangers m'avaient marqué de prédilection, plus on avait d'humeur lorsqu'ils étaient sortis. Plus tard, elle séduit les hommes, particulièrement ceux qui ne lui sont pas destinés. Elle répète ainsi le modèle de son père qui s'était épris de la femme d'un autre. M.K. sous prétexte de courtiser la fille aînée des Simonins, dis-je que pour la sœur, la jeune Suzanne, je m'aperçus qu'il me distinguait et qu'elle ne serait incessamment que le prétexte de ses assiduités. C'est pour prévenir les suites d'une telle séduction. Prétexte de ses assiduités. C'est pour prévenir les suites d'une telle séduction qu'elle est enfermée dans le premier couvent. Écartée du réseau d'échanges ordinaires, qu'il soit économique ou sexuel, Suzanne développe un réseau parallèle, souterrain, dont elle constitue le centre et qui attire dans sa mouvance tout ce qui passe à portée. Pour le bien comme pour le mal, elle est toujours le déclencheur du désir chez autrui, qu'elle fait circuler à l'aide d'images qui la mettent en scène. Ces images sont autant de tableaux qui structurent le roman et que Diderot présente de la même façon qu'il le ferait d'un salon. Incarnatrice, Suzanne peut devenir tous les personnages, de la rédemption à la damnation.
Attendez un instant. Racheter, de se racheter au sens religieux moral, la rédemption. Le salut. Rédemption, de la rédemption à la damnation. Le salut, la rédemption. Après avoir été pour sa mère un objet christique, annonçant pour son sacrifice la rédemption ultime de l'âme maternelle. La scène se passe dans un carrosse qui ramène les deux femmes chez elles après le scandale du refus des vœux. Le sang me vint au nez. Je saisis l'une de ses mains, malgré qu'elles ont eu, et l'arrosant de mes larmes et de mon sang qui coulait, appuyant ma bouche sur cette main, je la baisais, je lui disais, « Vous êtes toujours ma mère, je suis toujours votre enfant. » La scène se passe dans un carrosse qui ramène les deux femmes chez elles, après le scandale du refus des vœux. Madame Simonin, qui ne saisit pas immédiatement le caractère rédempteur de ce sang, se montre dégoûtée. Alors il retombe sur la victime elle-même, achevant son identification au Christ flagellé. Mes larmes et le sang qui coulait de mon nez se mêlaient ensemble, descendaient le long de mes bras, et j'en étais toute couverte, sans que je m'aperçusse. À quelques mots qu'elle dit, je conçus que sa robe et son linge en avaient été tachés, et que cela lui déplaisait. Au couvent de Longchamp, Suzanne saute fréquemment d'une image extrême à l'autre. C'est avec la mère de Moni, Madame de Moni, elle paraît sous les traits de la sainte, avec la supérieure qui lui succède. Elle acquiert l'image d'une sorcière. La mère Sainte Christine soupçonne les
acquaintance, les relations, les amis de Suzanne avec le diable. Lorsqu'elle comprend que ce dernier rédige un mémoire sur sa vie, en dépit des interdictions. En dépit des interdictions. Contre, en dépit de. Est-ce qu'il a un autre sens à part contre? Pardon, un instant s'il vous plaît. Por favor. En dépit de. C'est pas moi, est-ce qu'il a un autre? Malgré. Je sais pas, est-ce qu'il y a un autre sens? Sans tenir compte de. En dépit, malgré les interdictions. C'est en effet par l'écriture qu'elle piège ses lecteurs. Peu après, les accusations se précisent. Mon enfant, vous êtes possédé du démon. C'est lui qui vous agite, qui vous fait parler, qui vous transporte. Rien n'est plus vrai. Voyez dans quel état vous êtes, en but au service de ses compagnes, comme elle l'était. Suzanne est bientôt dénoncée comme une sorcière. Comme l'était jadis, Suzanne est bientôt dénoncée comme une sorcière méritant la mort. La rumeur se répand dans le couvent. Celle qui n'était pas du complot disait qu'il se passait dans ma chambre des choses étranges, qu'elle avait entendu des voix lugubres, des cris, des cliquetis de chaînes, et que je conversais avec les revenants et les mauvais esprits. Qu'il fallait que j'eusse fait un pacte et qu'il faudrait incessamment déserter de mon corridor. Dès la période de Longchamp, elle est aussi accusée de soulever chez les religieuses des passions suspectes, dont elle prétend ne rien savoir. Au couvent d'Arpajon, on a Longchamp et on a le couvent d'Arpajon, là où elle sera transférée. Son pouvoir, au couvent d'Arpajon, ce pouvoir de séduction s'exerce d'une façon particulièrement vive.